Bonjour, merci de m'avoir parmi vous cet après-midi. Je m'appelle donc Rafi, j'ai 50 ans, ça se voit pas. J'ai commencé il y a 30 ans, dans les années 80, avec ce truc-là, le Minitel. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent. Au début des années 90, j'ai créé une boîte qui s'appelait FranceNet, qui était le premier opérateur Internet en France, qui s'appelle aujourd'hui British Telecom, par une ironie de l'histoire. Et puis surtout, en 2003, considérant que les technologies de communication, c'est-à-dire tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, RFID, etc., devenaient extrêmement abordables, qu'il n'y avait plus de raison qu'on réserve aux seuls ordinateurs et aux seuls téléphones la capacité de communiquer, que j'ai considéré que le temps était venu de pouvoir donner cette capacité à n'importe quoi. Et donc j'ai créé une boîte qui s'appelait Violet, qui s'appelle d'ailleurs toujours Violet, avec cette ambition qui était de connecter tout à un réseau, à l'Internet. Et comme produit emblématique de cette démarche, nous avons créé cet objet, Nabastag, le lapin communicant. L'idée à l'époque était d'avoir une stratégie en deux étapes. Première étape, connecter les lapins. Deuxième étape, connecter tout le reste. Parce que ce que nous voulions faire avec le lapin, c'est avant tout de faire autant un manifeste qu'un produit, c'est-à-dire de montrer que si on peut même connecter les lapins, alors a fortiori, on peut connecter à peu près n'importe quoi. Et donc depuis, tout ça, c'était au début des années 2000, en 2003 et 2005, et on n'a pas cessé de me poser cette question sur l'Internet des objets, le terme n'existait pas à l'époque et devient de plus en plus à la mode, mais alors l'Internet des objets, quand est-ce que ça commence, quand est-ce qu'on va voir arriver l'Internet des objets, et donc une interrogation de ma part qui est, mais à quoi s'attendent les gens quand ils parlent d'Internet des objets? Est-ce que l'Internet des objets, c'est un produit qu'on va trouver dans les magasins demain, qu'on va acheter à la FNAC? Est-ce que c'est un nouveau service en plus du quadruple play des opérateurs? Est-ce qu'on va avoir un quintuple play qui va être l'Internet des objets? Qu'est-ce que c'est l'Internet des objets? Est-ce que cette appellation n'est pas finalement assez trompeuse? Donc, ce que je vous propose de faire cet après-midi, c'est de démystifier cette notion d'Internet des objets qui est toujours présentée comme une espèce d'avenir du futur, de maisons intelligentes, de trucs de science-fiction, etc. Alors, je sais que c'est un track qui s'appelle prochainement. Ce que je tiens à montrer aujourd'hui, c'est que ce n'est pas prochainement, que c'est déjà actuellement, et que finalement, tout ça est assez banal. Souvent, quand on parle d'Internet des objets, on pense à ça. Enfin, il y a cet objet mythique, le frigo communicant. Donc, je vous invite à aller voir ce site qui recense tous les projets qui ont été faits, ou idées ou concepts de frigo communicants qui ont été envisagés. Une autre idée autour de l'Internet des objets, c'est qu'on attend la technologie qui va permettre l'Internet des objets, qu'il va y avoir une technologie qui va nous permettre de communiquer et de connecter ça. Ce n'est pas un sujet technologique. Aujourd'hui, toutes les technologies qui permettent de connecter n'importe quoi, n'importe comment, quel que soit le type de data, quel que soit le type de concept, de contexte, existent. Donc le sujet n'est pas technologique et ce n'est pas de ça dont je vais parler. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est ça. C'est des sujets comme comment nous allons fuir les aquariums, comment nous allons vivre avec des caméléons, comment nous allons fuir les archipels, comment la machina habilis va devenir la machina sapiens, et s'il me reste du temps à la fin, je vous parlerai du sens de la vie. Si on demandait à un ordinateur ou une tablette ou un téléphone portable de faire le portrait robot de son utilisateur, il dessinerait ça. Aujourd'hui, la connaissance, la vision qu'a qu'un ordinateur de son utilisateur, c'est quelqu'un qui le touche avec un doigt, soit sur la souris, soit sur l'écran, un œil qui le regarde, des oreilles qui l'entendent. Mais au-delà de ça, la connaissance qu'ils ont de nous, c'est-à-dire du reste de l'environnement qui nous entoure, de nos sentiments, de nos autres sens, etc., est complètement aveugle. Les ordinateurs sont complètement aveugles et sourds à ça. En fait,
Notre interaction avec les données aujourd'hui, elle se fait comme si nos données étaient dans un aquarium et nous étions à l'extérieur et on les voit vivre à travers la vitre et on tape contre la vitre et puis parfois ils réagissent et on se dit « Oh là là, t'as vu, il a bougé ». On ne peut pas les sortir de là parce que sinon les données meurent. Et qui plus est, cet aquarium est posé quelque part dans notre environnement. Donc l'ensemble de notre environnement dans lequel on vit est complètement inerte, insensible à notre présence, non réactif. Et il y a un endroit dans lequel tout se passe. Et en fait, ce modèle-là, on l'appelle le modèle du guichet. C'est-à-dire c'est un endroit où, chaque fois que j'ai besoin de faire des transactions avec les données, que ce soit de l'input ou de l'output, je dois me présenter au guichet en disant « Madame, voilà, c'est ma donnée », et puis la dame, elle vous rend vos données, etc. Et ça marche comme ça depuis un certain temps. Donc on a l'impression qu'il y a eu des progrès qui ont été faits, que notamment avec le mobile, on a résolu ce problème puisque on a toujours sur soi son mobile. Mais ce n'est pas parce que le guichet est dans votre poche qu'il en reste pas moins un guichet. Si vous dites à quelqu'un sur un trapèze, maintenant donne lâche ce que tu es en train de faire pour rentrer les données, il faut bien qu'il y ait une interruption dans l'activité de l'utilisateur pour entrer les données. Ou pour donner un autre exemple, par exemple du modèle du guichet, un exemple très concret, supposez que vous faites un service de régime, tout le monde fait un régime, dans un modèle de guichet, vous allez dire à votre utilisateur « monte sur ton pèse-personne, regarde la donnée qu'elle affiche, retiens cette donnée, trouve la motivation et le temps pour aller jusqu'au guichet le plus proche et entre cette donnée sans altération et sans réinterprétation de cette donnée. » Voilà toute la chaîne du modèle du guichet. Alors que dans un modèle d'objet communiquant directement, le guichet est dans l'objet et il n'y a pas de motivation. Et donc, comme je le disais, en fait, depuis le Minitel et jusqu'au Nabastak, on est dans ce modèle de guichet. Et donc, ce qui s'annonce aujourd'hui, c'est le passage de ce modèle du guichet, c'est-à-dire en fait, du terminal d'entrée-sortie de données, à un nouveau modèle qu'on va appeler le modèle du modèle sensible, de l'environnement sensible et réactif. Alors, le modèle du guichet, c'est un modèle qui est interrompu, c'est-à-dire je vis un peu, je rends des données, je vis un peu, je rends des données, je vis un peu, je rends des données, mais chaque fois il y a ce décrochage. Alors que le modèle de l'environnement sensible et réactif, c'est un modèle dans lequel l'utilisateur vit et tout au long et pendant son activité, on trouve un moyen de capturer ce qu'il est en train de faire. Et donc, il y a une différence importante dans les deux modèles. Donc, au départ, évidemment, ça c'est la slide la plus indigeste de la présentation. Dans le premier cas, le modèle du guichet, on a un modèle où on est déconnecté de l'activité, de l'expérience qu'est en train de vivre l'utilisateur. Dans l'autre cas, on est niché, embedded dans l'activité elle-même. Dans un premier cas, on est dans une activité déclarative de la part de l'utilisateur. De l'autre cas, on est transparent. Dans le premier cas, on ne pourra adresser que des choses pour lesquelles l'utilisateur aura un niveau de motivation suffisant pour pouvoir aller au guichet et faire la transaction, alors qu'on va pouvoir adresser des choses avec des niveaux de motivation beaucoup plus basses dans le cas des environnements sensibles. On passe d'un modèle asynchrone à un modèle temps réel. Et les parties qui m'intéressent tout particulièrement, on passe d'un modèle interprété et donc de basse résolution en termes de données. C'est supposer que vous faites, je ne sais pas, un truc pour... Personne ne veut faire ça, mais bon, de mesure de sommeil par exemple, vous allez demander à votre utilisateur dans l'interface comment as-tu dormi, le type d'information que vous allez avoir, c'est bien, pas mal, assez bien, etc. Donc vous allez avoir certes une donnée, mais elle va être la granularité de cette donnée va être extrêmement à très très gros grain. Vous avez un énorme pixel dans ce cas-là. Alors que dans des modèles sensibles, vous lisez les données de manière native et quantifiée de la part de l'utilisateur, et là vous avez de la donnée en haute définition par rapport à l'activité de l'utilisateur. Et donc vous passez d'un domaine où vous avez des données parcellaires sur l'utilisateur, dans le domaine du big data, vous avez l'historique complet que vous pouvez manipuler. Donc scénarisons
quelques-unes de ces notions pour reprendre cette idée de mesure du sommeil. Cas le plus mauvais, je dis à l'utilisateur chaque matin, je veux que tu viennes me dire comment tu as dormi. Le niveau de motivation qui est exigé est très haut. Le niveau de la granularité de la data est très mauvaise. J'améliore un peu la situation en passant par un mobile. Je rapproche le terminal de l'utilisateur, donc je réduis l'effort nécessaire pour aller jusqu'au guichet. Donc je baisse un peu la motivation, mais je reste toujours dans un niveau déclaratif et donc dans un niveau de granularité inférieur. Je passe ensuite dans un modèle où je prends un appareil dédié de mesure comme le fait le Zeo. Là, je vais certes avoir des mesures parce que le Zeo, c'est un espèce de cerceau qu'on met sur sa tête. On est ridicule, mais il est très précis sur les secondes par seconde la qualité de votre sommeil mesurée aux ondes de votre cerveau, mais là aussi il y a une motivation parce qu'il y a une exigence de la part de l'utilisateur qui est ne fût-ce que de déclencher et de mettre la chose sur sa tête. Et puis il y a le modèle ultime qui est celui dans lequel le marchand de matelas, considérant que son métier n'est plus de vendre des ressorts, mais que son métier est plus de vendre du sommeil, et donc que la promesse de « je vous vends du sommeil » n'est plus uniquement une promesse publicitaire, mais un espèce d'engagement de son métier, met des accéléromètres à l'intérieur de son matelas, surcoût $15, et vend un service ou offre un service de mesure de qualité du sommeil. L'exigence en termes de motivation de la part de l'utilisateur est nulle. Je n'ai qu'à faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire dormir, et j'ai toutes ces datas. Donc ce problème de fluidité dans la capture des données, il se pose aussi en termes de restitution des données. Le modèle du guichet, il est surtout traduit dans le modèle des écrans. Aujourd'hui, le véritable problème, c'est la bande passante d'attention, de capacité d'attention de l'utilisateur, qui est la denrée la plus rare dans ces transactions. Et dans le modèle du guichet, qu'est-ce qu'on dit? On dit à l'utilisateur, trouve le temps de fixer ton regard sur cet écran pour que je puisse te parler. Donc il faut pouvoir sortir aussi de ce modèle où tout le monde se base sur cette fenêtre d'attention qu'on va partager avec plein d'autres gens sur cet écran. Et la démultiplication des écrans ne résout pas le problème. Et donc il faut essayer de trouver d'autres moyens de transmettre de l'information que de l'information visuelle, et notamment parfois de l'information qui se traduit directement, non pas au cerveau directement, mais au membre qui est mis en jeu. Là, par exemple, c'est un prototype de bouilloire électrique qui a été fait à l'université de Stockholm, qui a un espèce d'aimant dans son socle, et lorsque le réseau électrique est surchargé dans la région, le fait de décrocher la théière est plus difficile que lorsque le réseau n'est pas chargé. Donc l'information réseau électrique surchargé, merci de reporter votre volonté de faire du thé, est transmise à mon bras. C'est mon bras qui va ressentir par la résistance cette information. Elle n'est pas traduite directement à mon cerveau conscient. Dans la manière d'interagir, on va passer d'un modèle dans lequel on interagit avec des métaphores, avec des symboles à travers une vitre, donc où il y a une représentation d'un monde virtuel avec lequel j'interagis, à un monde dans lequel la manipulation d'objets physiques qui tiennent pour eux-mêmes devient sensible, notamment avec tout ce qu'on peut faire en termes d'objets munis de tags RFID ou identifiés. Donc c'est la manipulation de l'objet lui-même et non pas le symbole de cet objet qui peut déclencher une action et qui peut créer de l'intelligence. Donc tout ce que je raconte là, ça a l'air peut-être nouveau pour certains, pas nouveau pour d'autres. En tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. C'est que cette capacité de comprendre ou d'enregistrer, de ressentir ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose qui existe depuis 10-15 ans. C'est que des services comme Last.fm sur mon activité d'écoute de musique le fait depuis une bonne dizaine d'années. Quand j'écoute de la musique sur mon iPhone, il est enregistré et transmis et historicisé sur le site. Google enregistre toutes mes recherches. Amazon connaît toute mon activité d'achat de livres. Il s'agit de prendre des mécanismes qui paraissent naturels lorsqu'on interagit avec des choses en ligne et de les reporter sur des activités physiques de la vie, du reste de la vie, parce que malgré tout, on ne vit pas que en ligne.
du point de vue des interfaces et des objets, ce n'est pas non plus des objets nouveaux qu'on attend. Beaucoup d'objets existent déjà. Le GPS fait partie de cet environnement qui permet de situer un objet dans un espace physique de manière continue et de manière seamless. Les iPhones ou les smartphones avec leur fonction d'accéléromètre ou l'ensemble des capteurs qu'ils intègrent permettent de faire un certain nombre de ces fonctions, etc. Et puis, en guise d'hommage à Marcel Duchamp, même les urinoirs automatiques font partie aussi de cet environnement. Puis bon, mon objectif étant de démystifier, je cherchais des exemples les moins glamour possibles pour dire qu'il ne s'agit pas uniquement de haute technologie dont il s'agissait ici. Donc, pour pouvoir faire ça, on a tout un arsenal d'objets pour faire toute cette collecte de données, de détection de sens dans l'environnement de l'utilisateur. Toute une palette de données, on n'a pas forcément besoin de les créer. Il y a des choses que l'utilisateur va trouver chez lui, qu'il le veuille ou non, qui sont par exemple les compteurs communicants qu'EDF installe. Il y a les couteaux suisses qui ont des bases installées colossales avec lesquelles on peut commencer à simuler des choses qui souvent ont des problèmes de motivation de l'utilisateur, parce que ce n'est pas le tout de mettre une application sur un iPhone, encore faut-il que les gens aient la motivation de les lancer chaque fois qu'ils font l'activité. La manière la plus naturelle, c'est de faire des objets dont l'usage est banalisé et qui sont capables de mesurer les activités de l'utilisateur. On peut faire des nouveaux objets pour des nouveaux usages. Un autre domaine qui est très prometteur, celui des compléments d'objets, c'est-à-dire des capteurs qu'on met un peu partout, donc qu'on surajoute à des objets existants pour les rendre intelligibles. Et puis, pour l'anecdote, il y a tout ce qu'on peut faire soi-même à base d'Arduino, etc. Du temps où on fabriquait les objets en usine qui étaient des objets analogiques et mécaniques, on avait besoin de définir dès l'usine à quoi l'objet servait, parce que fatalement cette fonctionnalité se traduisait par une façon particulière de tordre les matériaux et de les mettre en forme. Et puis lorsque les objets sont devenus numériques, ces objets ont muté, c'est-à-dire on s'est rendu compte qu'à partir du moment où c'était le logiciel qui déterminait les fonctionnalités, on n'avait pas besoin forcément de les définir à l'usine et que un objet pouvait avoir de multiples comportements, il suffisait de changer le logiciel. Mais ceci dit, ce raisonnement-là n'est pas venu naturellement parce que au tout début, en fait, il y a eu des machines qui s'appelaient les traitements de texte de chez Wang, qui étaient en fait des PC qui avaient un seul logiciel et qui étaient monofonctions, qui venaient uniquement avec l'application de traitement de texte. Donc la première tendance et le premier réflexe, c'était que la technologie permet de faire ce qu'on faisait auparavant, simplement de le faire mieux et de ne pas voir que la technologie ne permet pas simplement de faire ce qu'on fait avant en mieux, mais change complètement la donne. Et donc, les machines à traitement de texte ont disparu. Et puis maintenant, depuis que nos ordinateurs sont le plus souvent connectés à un réseau à large bande, ils deviennent en fait uniquement une interface qui donne accès à toutes les fonctions possibles instantanément. Donc l'exemple le plus exemplaire de ça, on le trouve dans le téléphone, de la machine monofonction à la machine qui n'était pas connectée à un vrai réseau qui permettait de changer le comportement et dans lequel le constructeur devait se poser la question en amont qui était quelles sont les applications que je dois donner à un utilisateur qui a un téléphone, donc je vais lui mettre un réveil, donc je vais lui mettre un agenda, au modèle qui consiste à dire ceci n'est pas un téléphone, ceci est tous les objets qu'on veut, il suffit de changer le logiciel et de considérer que ceci est un coussin péteur. Puisqu'il y a 137 applications de coussins péteurs pour iPhone. Donc tout cela paraît naturel aujourd'hui dans le monde des objets qu'on connaît, c'est-à-dire des objets couteaux suisses auxquels nous sommes habitués. Mais est-ce que cette mutation n'est pas possible sur des objets plus banals et plus courants, comme par exemple un pèse-personne? Est-ce qu'un pèse-personne peut, à l'instar des autres, devenir un objet caméléon, c'est-à-dire un objet qui change de comportement selon le milieu ou l'usage qu'on veut en faire?
Donc si on essaie de voir les usages qu'on pourrait faire d'un pèse-personne communicant, il faut d'abord faire attention aux attentes de l'utilisateur. Donc au moment de la bascule, cet objet n'est pas neutre, les attentes et les habitudes d'usage d'un objet ne sont pas neutres. Donc il s'agit d'y aller graduellement par rapport à ce que l'utilisateur connaît de cet objet. Donc forcément, il y a des usages canoniques et celui qui achète un pèse-personne communicant, de la même manière que celui qui achète un iPhone, s'attendait à trouver avant tout un téléphone, doit fournir un service de pesée, de rendu de mon poids. Et puis, je vais pouvoir ajouter des services qui sont des services directement adjacents à cette préoccupation de poids, qui sont des services de régime, de suivi médical et de sport, et qui sont un prolongement directement contigu. Et puis, en s'éloignant de plus en plus de cette préoccupation première, je vais pouvoir ajouter des applications où je vais poster mon poids sur des réseaux sociaux, je vais participer à des trucs de gamification qui vont m'inciter peut-être plus à perdre du poids et trouver de nouveaux motifs de motivation pour le faire. Donc, on crée des comportements nouveaux, mais toujours autour de cette préoccupation qui est la perte de poids. Et puis on peut aller encore plus loin, c'est considérer que cette notion de poids n'est pas à prendre de manière littérale, mais on peut la prendre de manière métaphorique et organiser par exemple des manifs où une organisation politique dirait tel jour à telle heure on va tous monter sur nos pèse-personnes et nous allons peser notre poids politique et on dirait voilà notre cause vaut 717 tonnes selon les organisateurs et 222 kilos selon la préfecture. Et puis, dernière étape, c'est celle de faire abstraction complètement de ce que était cet objet et de pouvoir le redéfinir de manière générique. C'est-à-dire qu'un pèse-personne n'est pas un pèse-personne. Un pèse-personne est une interface qui se déclenche en montant dessus, qu'on utilise généralement quotidiennement, qui a la capacité de différencier un utilisateur par rapport aux autres habitants du foyer et donc d'offrir une information personnalisée et qui offre des informations courtes, c'est-à-dire soit petites, en tout cas dans une fenêtre d'information qui est de 6 à 7 secondes. Et donc, quelles sont les autres informations que je peux fournir de manière quotidienne, personnalisée et en 6 ou 7 secondes? Je peux fournir par exemple des horoscopes, par exemple de la météo. Donc je fais abstraction du fait que cet objet par ailleurs est un pèse-personne. Il y a une redéfinition en tant que pure interface de l'objet existant. Toujours au niveau des usages, on fait souvent la confusion entre ce qui est un domaine d'utilisation et puis les adjuvants. Il y a des préoccupations, des domaines dans lesquels on utilise les objets qui sont toujours les mêmes, mais il y a aussi les manières dont ces usages peuvent être pris en main ou être utilisés par l'utilisateur final. Donc d'accord, on peut faire de la sécurité, d'accord, on peut faire de la fitness, d'accord, on peut faire des choses pour les personnes âgées, mais il y a aussi les adjuvants qui sont pris en main, qui sont utilisés, etc. Quand on connecte un objet, on se dit souvent, bon, on va prendre un hardware, on va mettre du réseau dedans, il va se connecter à un serveur. Mais c'est pas la première chose, et pas la principale des choses qu'on connecte. Quand on connecte un objet, on va commencer par connecter des expériences qui aujourd'hui sont considérées comme des espèces de moments isolés dans l'espace-temps. Donc, disons que je bois du café, je vais connecter cette expérience avec toutes celles similaires qui ont précédé dans mon expérience. Je vais le connecter avec tous ceux qui, ailleurs, ont vécu ou sont en train de vivre cette même expérience. Et je vais pouvoir connecter cette expérience avec son avant, son après, son contexte, c'est-à-dire où est-ce que cette expérience se situe par rapport à mon activité en général. À quoi ça sert de faire ça? Ça sert à résoudre un certain nombre de problèmes qu'on rencontre, notamment dans les interfaces, dans les scénarios racontés traditionnellement dans la domotique. On raconte des scénarios où on imagine que l'utilisateur va programmer son système pour lui dire si je suis de bonne humeur, si on est dimanche, s'il fait beau, si les enfants sont à la maison et si le bébé ne pleure pas, alors faire un café serré.
Personne ne va faire des moteurs de règles comme ça. L'interface sera inutilisable et de manière générale, personne ne sait ce qu'il veut. Alors que ces problèmes-là ont été résolus par ailleurs sur l'Internet avec des mécanismes comme ça, c'est-à-dire que des mécanismes simples comme le collaborative filtering ou ce que Google fait avec ses fonctions j'ai de la chance, en comparant mon comportement avec simplement le comportement de plein de gens qui font la même chose, je suis capable d'avoir un bouton j'ai de la chance sur ma machine à café, je l'appuie dessus et il y a 95% de chances que ça fasse le café dont j'avais envie et dont je ne savais pas que j'avais envie. Et donc il n'y a pas à avoir envie, et là on réutilise des choses qui existent sur l'Internet, donc il y a juste à les réappliquer sur une machine à café, c'est pas plus absurde sur une machine à café que partout ailleurs. Depuis 2 ans, on voit apparaître tout un tas de nouveaux produits, de nouveaux appareils, de Zeo, le mesureur de sommeil, à Waterpebble qui calcule la quantité d'eau que vous utilisez dans votre bain, à cet appareil qui sert à mesurer les fréquentations de votre chien et son réseau social et son niveau d'activité, Botanicals qui veille si votre plante a été bien arrosée, le pilulier communicant qui vérifie que vous avez bien pris votre médicament, etc., ou les mouchards de voiture volontaires qui mesurent la qualité de conduite de l'utilisateur. Et donc, en fait, il y a une espèce d'évolution entre l'image qu'on avait des machines jusqu'à présent. L'image qu'on avait de la machine était quelque chose qu'on asservissait, qui était quelque chose qui était un esclave. Et là aussi, si on reprend les scénarios de la domotique, toute la domotique parle de j'allume la lumière, j'éteins la lumière, j'allume la lumière de ma maison de campagne. Donc c'est de l'activation, des activations à distance, mais c'est simplement l'exécution d'ordre. Alors que ce qu'on voit apparaître comme nouveaux appareils, c'est des appareils qui capturent de la donnée, qui capturent plus de l'intelligence et qui sont capables d'un raisonnement beaucoup plus fin que simplement du on-off ou des comportements binaires. Donc c'est des objets qui deviennent plus des agents que le modèle d'esclave qu'on avait auparavant. Et tout ce monde-là de données, de machines qui vont capturer des données, on a vu que c'était des données en temps réel et en haute définition. Donc déjà, c'est des quantités colossales de données sur lesquelles on va forcément générer de la métadata, ce qui va encore les rendre encore plus grosses. Et puis, plus on va avoir de flux contingents de données et qu'on va pouvoir faire du mashup, on va encore pouvoir générer encore plus de métadata sur le mashup. Donc on arrive sur des niveaux de connaissance de data qui sont colossaux. D'où cette conclusion, après des années de réflexion sur l'Internet des objets, c'est avant tout un sujet sur la data et sur l'intelligence qu'on va pouvoir mettre dans le comportement des objets. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette data si on se place du point de vue de l'utilisateur, il va y avoir, à mon sens, 3 périodes. La première période, c'est toujours comme ça que ça démarre. Il y a une période qu'on appelle les nouveaux riches, c'est on n'avait pas de data, et puis d'un seul coup, on a de la data, et qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est de l'avoir. Donc il y a cette période contemplative, c'est la période de la révélation. Il y a des tas d'activités sur lesquelles on n'avait aucune idée, qu'on voyait pas, et que d'un seul coup, je vais avoir le graphique d'une nuit de sommeil. Ça, c'est ma nuit de sommeil de je sais pas quand, découpée en tranches, et je vais me dire, oh là là, je ne savais pas que c'était comme ça. Ça fait le même effet que quand vous prenez un stéthoscope pour la première fois, vous le mettez sur votre cœur et vous entendez battre votre cœur, et voilà, pendant 5 minutes, c'est émouvant. Et après 5 minutes, c'est juste très répétitif, et passer le moment de la révélation du truc, c'est toujours les mêmes données. Donc il y a montrer les données, c'est très bien, ça ne suffit pas, ça induit des changements de comportement dans un premier temps, quelques petits ajustements, et après on a un espèce de comportement assez flat, qu'il s'agisse dans l'énergie, la forme, etc.
la deuxième étape, c'est la conversion de ces données en expériences et quelles sont les expériences, services que je vais pouvoir, dans lesquels je vais pouvoir traduire cette collecte de données. Donc quelques exemples un peu débiles. Vous êtes une chaîne de fast-food, on vous reproche de favoriser l'obésité. Vous pouvez faire des remises à n'importe qui est capable de prouver qu'il a dépensé 500 calories dans la demi-journée qui précède. Vous avez la tarte à la crème des réseaux sociaux, évidemment, vous pouvez partager ça. Vous pouvez théâtraliser vos données, c'est-à-dire que toutes vos activités vont se traduire sur un changement du contexte dans lequel vous êtes, les changements dans l'éclairage et de chez vous. Vous pouvez connecter des données médicales avec des données ludiques, c'est-à-dire jouer au poker en affichant vos pulsations cardiaques pour que vos adversaires connaissent directement votre niveau d'émotion, quel que soit le niveau d'impassibilité que vous affichez sur votre figure, etc. Et puis des tas d'objets que chacun dans son industrie, d'usages que chacun dans son industrie imaginera. Et puis la troisième étape dans cet usage de la donnée, je pense que ça va se passer exactement comme ça s'est passé pour l'électricité. Au début de l'électricité, les gens allaient dans les laboratoires d'Edison pour voir fonctionner de l'électricité. Donc ils regardaient des ampoules s'allumer en se disant « ouah, l'électricité ». Et parce que c'était nouveau et parce que comme on la produisait, on avait besoin de le voir. Et aujourd'hui, l'électricité, ça suscite juste ça, quoi. Il y a juste rien à en dire. On la tient pour acquise. Elle est juste là pour énergiser des appareils. Et donc, il en ira de même avec ces flots d'informations. On ne supportera juste pas de pas savoir dans quel état ou comment était telle ou telle chose. Et que ce niveau de granularité à laquelle on est habitué dans la manipulation de nos photos, de nos chansons, de nos données, etc. On demandera à en bénéficier dans n'importe quelle activité de la vie. Et donc, fort de tout ça, j'ai fondé Sense. Sense, c'est quoi? C'est nous créons des outils, avant tout une infrastructure, aussi des outils et des services qui permettent de créer cet environnement que j'ai décrit. C'est des environnements qui sont à la fois sensibles, capables de capturer des données, d'être réactifs pour offrir des produits et des services et des expériences aux utilisateurs. Ça se traduit par quoi? Il y a un travail surtout sur la partie de collecte de données, que ce soit à travers des objets ou des produits, des capteurs que nous allons développer, par un travail de conseil auprès d'un certain nombre d'industriels sur leur stratégie de mise en place de dispositifs de collecte de données et de développement de produits, et aussi de réunions sur notre plateforme des objets qui existent déjà, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de créer des mondes au queue où un certain nombre d'objets sur lequel seul un certain nombre d'objets peuvent poster, mais un monde ouvert dans lequel les produits, quel que soit leur fabricant, sur lequel tous ces produits peuvent envoyer leurs données. La plus grosse partie de notre activité et le fonctionnement de la plateforme, c'est comment on peut stocker ces données massives et temps réel, non seulement le stockage, mais aussi l'extraction temps réel de données massives pour pouvoir créer du sens à la volée, et avec tous les outils nécessaires pour pouvoir créer des environnements customisés pour nos clients. Là-dessus, on a une couche applicative qui permet de transformer les datas brutes qui sont postées chez nous en données qui sont beaucoup plus parlantes, donc créer des flux supplémentaires de données plus intelligibles, favoriser le mash-up et la confrontation de données de provenance diverses, donc de marier des carpes et des lapins. Et puis toute une série d'applications développées par nous ou par des partenaires à travers des API qui prennent ces données et qui les transforment en services et en applications. Sense, c'est
3 parfums. Il y a le parfum fraise qui est OpenSense, c'est la partie communautaire qui est celle qui est visible aujourd'hui sur l'Internet, qui est ouverte surtout à des développeurs et des designers, qui permet de simuler des objets communicants, enfin de pouvoir les prototyper. Sense tout court, qui est notre marque grand public pour lequel nous allons lancer des produits grand public à la fin de cette année, et Business Sense, dans lequel on intervient auprès de nos partenaires pour leur aider à réfléchir et construire leurs propres environnements. Voilà quelques images de OpenSense. Je choisis dans une liste les objets que je veux rajouter. Donc là, il s'agit d'objets que nous n'avons pas fabriqués, qu'on associe à des applications dans une bibliothèque et qu'on visualise à travers des widgets, des visualisations, le tout en temps réel. Donc, one more time, voilà ce que nous faisons. Je vous remercie. Alors un grand merci Rafi. On va avoir le temps de prendre quelques questions, je crois. S'il y a des questions dans la salle, elles sont les bienvenues. Ah, une petite question là. Bonjour. Bonjour. On voit que dans la Silicon Valley, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits sur les Twitter, sur tous ces réseaux sociaux. Qui investit aujourd'hui dans la communication des objets en France et ailleurs ? Il y a des investissements qui sont faits dans des objets communicants spécifiques. Des gens comme WeThings ont trouvé des investisseurs. Des gens comme AlertMe en Grande-Bretagne ont levé 18 millions de pounds. C'est pas autant que Twitter. Mais la différence du courant des réseaux sociaux et du Web 2.0 qui est né en 2002 et donc sur lequel on est à 10 ans de la maturité et sur lequel on a des effets massifs, tout ça c'est des trends qui sont très nouveaux. Et par ailleurs, ce qu'on attend, c'est surtout que ce soit des industriels existants qui démarrent et qui transforment leurs objets plutôt que ce soit des objets nouveaux. Donc tous ceux que j'ai montrés ici sont effectivement des objets nouveaux, ils ont tous été financés, mais le vrai trend, c'est qu'il ne s'agisse pas au final d'un PES-Person Meeting, mais d'un PES-Person Tefal. Bonjour. Derrière. Ok. Je suis là. Je vois rien du tout. Ouais. Est-ce que vous avez l'intention de spécialiser Sens, parce que ça a l'air un peu, on connecte un peu tout, et vous avez l'intention d'avoir Sens santé, Sens entreteniment, etc. Parce que je pense que si on peut agréger les domaines de fonctionnalité, on peut avoir un résultat plus intéressant. L'utilisateur peut le faire, mais nous ne voulons pas le faire. C'est qu'on pense qu'il n'y a pas de raison de considérer que j'ai à la fois... on a une application sur notre plateforme, par exemple, qui mesure votre consommation de télé, qui vous fait minute par minute combien vous avez consommé de télé par jour, etc. Pourquoi vous ne devez pas pouvoir croiser cette donnée avec votre prise de poids? Après tout, on considère que plus vous regardez TF1, plus vous grossissez. Pourquoi l'utilisateur n'a pas le droit de faire ce croisement-là? On pourrait faire... un côté entertainment dans lequel je vais mesurer ma conso télé et dans l'autre mon poids. Et puis des applications comme Foursquare, vous les mettez où? Alors que le flux de données que vous allez avoir de Foursquare, là aussi, si vous le croisez avec votre PES-Person, vous allez voir que vous allez dans tel resto, 36 heures après, vous voyez le poids que vous avez pris sur votre PES-Person. Donc la vie des gens n'est pas tellement cloisonnée. Donc on a une organisation sur le site qui permet aux gens de créer ces îlots de comportement, mais c'est précisément ce qu'on ne veut pas faire. Aujourd'hui, les gens ont un certain nombre de produits, donc ils ont des silos par produit, ce qui est évidemment un fractionnement énorme. Est-ce qu'il faut les regrouper par un ensemble de tout ce qu'ils ont comme données sur eux, ou uniquement sur les données santé, les données financières ou les données, etc. Je pense que non. Je pense qu'ils doivent pouvoir faire tous les regroupements qu'ils veulent. Mais j'ai juste une deuxième partie alors. Mais ces croisements de données, c'est peut-être pas évident
pour l'utilisateur lui-même de le faire. Et là, on revient à l'histoire de jeu de la chance sur Google, par exemple. Et dans ce cas, est-ce que vous aurez l'intention de faire des partenariats avec d'autres entreprises qui pourraient faire le croisement et exposer des fonctionnalités d'une façon plus facile à l'utilisateur, genre? Oui, bien sûr. Enfin, tout le principe des applications, aujourd'hui, on en développe nous-mêmes forcément, mais le principe, c'est que les applications sont développées par tous ceux qui ont envie de créer ces applications et d'apporter du sens. Maintenant, le croisement des données, c'est quelque chose qui est assez facile à faire. C'est l'interprétation du croisement qui est difficile à faire. Vous allez cliquer sur 3 objets, on va vous générer un graphique avec la superposition, on va synchroniser toutes les dates les unes avec les autres pour que ça arrive à matcher, on va moyenner ce qui a besoin de moyenner, et du point de vue de l'utilisateur, vous allez juste voir quelles données matchent avec quelles données. Donc c'est pas très difficile à faire pour un utilisateur. Oui, bonjour. Et par rapport, donc j'ai une question, c'est pas tellement les objets, c'est par rapport aux données. Est-ce que vous avez l'intention de rapprocher aussi avec des données bancaires, par exemple, puisqu'aujourd'hui il y a des réflexions sur, j'utilise des grosses masses de données bancaires qui existent dans les systèmes d'information des banques, sauf qu'elles n'en font rien. Est-ce que vous avez une réflexion par rapport à ça qui est, j'ai des gros volumes de données, les miennes, mais celles aussi peut-être de ma famille ou d'autres gens avec qui je pourrais avoir une communauté de rapprochement, et qui serait de les comparer, de les agréger, d'en faire quelque chose. Non, mais j'adorerais faire ça. Nous aussi. Mais j'en parlais pas plus tard qu'hier avec la personne en charge de l'innovation à la Société Générale, qui pour elle, il n'était pas question de faire ça parce que on pense que les utilisateurs tiennent à leur banque, la banque joue un rôle de confiance et qu'elle ne laissera pas partager ses données. Alors qu'il existe des services comme Mint, par exemple, qui font précisément ça, c'est-à-dire l'agrégation uniquement sur de la donnée financière de l'utilisateur, comment j'agrège tous ces flux financiers de partout et comment je crée du sens au-dessus. L'enjeu, c'est ça. Aujourd'hui, c'est la seule mise à disposition de la donnée ne suffit plus. Il faut pouvoir offrir un service de création de sens au-dessus de l'information. Un service bancaire aujourd'hui normal fait simplement de la mise à mise à disposition de données brutes, ne crée très très peu de sens par-dessus cette donnée. Or, pour créer du sens, on crée beaucoup plus de sens quand on agrège des événements de provenance diverses que quand on regarde simplement un seul flux qui généralement manque de contexte ou manque de référents pour pouvoir créer du sens.